on revient avec nos chers invités, Louis Kamako, Dominique Lacmon et Seirama Diapo pour la suite de notre émission avant de filer au Sénégal pour parler de l'opposant Ousmane Sonko qui officialise sa candidature à la présidentielle de 2024. On continue notre voyage au pays de Mahamat Déby Itno. On parlait de ces manifestations, surtout ce collectif de l'opposition qui appelle à la désobéissance civile. Sylvain, vous aviez terminé avec votre développement. J'étais en train de dire que, contrairement à ce que mon frère Louis Kamako vient de dire, l'armée n'a pas, dans un état de droit, l'armée ne doit pas être au pouvoir. Donc l'armée malienne aussi, vous voulez dire. Vous voulez le contredire? Oui, je le contredis. Même pour le cas de l'armée malienne, même si aujourd'hui, il est avéré qu'on a des résultats au niveau de la souveraineté, et de l'État malien, de la sécurité. La junte n'est pas destinée à rester indéfiniment au pouvoir. Ils ne vont pas rester pour toujours. Et il est important de ne pas faire, il ne faut pas faire de l'amalgame. Le cas de la Guinée, le cas du Burkina Faso, du Mali, tout même ça, du Tchad, dont on parle. Ce sont des événements qui ne donnent pas une bonne image de l'Afrique. Et il est important qu'à un moment, le pouvoir soit retourné aux civils. Et je pense que c'est dans ce contexte-là aussi que ces manifestations, ces velléités se posent. Jusqu'à présent, on ne sait pas si Mahamat veut se présenter. Est-ce qu'il va le faire? Et puis, il y a plein d'autres questions qui sont restées en suspens lors du pré-dialogue. Donc, les militaires ne sont pas destinés à être au pouvoir et il est important que toutes les questions qui sont sur la table de négociation au niveau du pré-dialogue soient expurgées pour qu'on puisse aller sereinement vers la paix au Tchad. D'abord, avant que Dominique ne parle, je voulais juste qualifier. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire, comparer n'est pas raison. Et là encore, ça dit que ça illustre parfaitement si on veut comparer le Mali et le Tchad. C'est-à-dire que ce sont deux situations différentes. Au Tchad, on parle de coup d'État constitutionnel. Au Mali, il y a un coup d'État militaire. C'est deux choses différentes. Ça veut dire que la situation au Tchad aurait pu être évitée que celle du Mali. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez un État... Mais le point commun, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Des militaires sont au pouvoir, mais avec des ambitions différentes, qui sont venus dans des conditions différentes ou bien dans des contextes différents. Est-ce que vous voyez? Vous prenez par exemple le Tchad, où le président Itno Déby a dirigé le pays pendant... Et a été assassiné au front. Il a été assassiné au front, et jusque-là, on n'a pas encore clarifié ou on n'a pas encore identifié les conditions dans lesquelles il est mort. Ça aussi, c'est un autre débat, c'est un autre paire de manches. N'oubliez pas. Vous avez au Mali où, à un moment donné, un président a complètement abandonné, le pays sombre dans la gabegie financière, tout est chaos, et l'armée qui, justement, fait partie du peuple, l'armée qui est venue achever le travail du M5, par exemple. Oui, voilà, justement, l'armée est venue achever le travail du M5, qui est un mouvement, en fait, civil. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord. Donc, sans l'armée, le peuple peut parler. Puisque vous l'avez reconnu, c'est le M5 qui faisait le travail. Bien sûr. Donc, l'armée, Assimi Goïta et sa troupe ne sont venus qu'apporter de l'eau au moulin de M5. Et donc, on est dans, là, c'est différent, on est dans ce contexte-là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire que en Afrique, il y a des coups d'État qui sont salutaires. Vous prenez un coup d'État comme celui qui a été fait au Ghana. L'arrivée de Jerry John Rawlings au pouvoir, ça a permis aujourd'hui au Ghana de s'enraciner démocratiquement. Le Ghana aujourd'hui est devenu un modèle en démocratie, même si le président actuel qui est là essaie de fauter sur certains nombres de oui, choses. C'est ce que je dis, et c'est ce que vous avez précisé. Donc, le coup d'État au Mali, c'est une exception. La clarification en vaut la peine. Ok, merci beaucoup, Louis Kamako. Oui, Dominique Lacmon. Oui, moi, je voulais dire que, en fait, que le frère vient de dire, mais tous les militaires, chacun a une situation à justifier. Vous voyez, donc si vous parlez de Mahamat Idriss Déby, il a justifié sa prise de pouvoir quand le président de l'Assemblée, la sortie du président de l'Assemblée nationale qui dit, vu les conditions sécuritaires, il se sent incapable de prendre le pouvoir et il était idéal que l'armée on a déjà vu ça ailleurs. Donc ça veut dire que tous ces militaires, chacun a trouvé quelque chose pour justifier la prise du pouvoir. Donc moi je reviens sur la situation au Tchad pour dire que la coalition
qui se met à l'écart du dialogue est en train de faire une erreur grave. Fausse route donc. Oui, faire jouer à la chaise vide au lieu de participer et au moins donner une... C'est-à-dire que avoir une intention, comprendre des intentions du président actuel pour voir si vraiment il cherche à se maintenir au pouvoir ou il veut... Bon, à la où vont les choses? Qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, on a parlé du renouvellement des 18 mois même. Oui, la chaise vide de cette opposition ne va rien apporter. Parce que une fois qu'il y a d'autres qui se sont mis d'accord pour aller au dialogue, il y aura des conclusions qui vont sortir et que le président Mahmoud va mettre en application. Je pense qu'il était bon, c'est un moment opportun pour cette coalition d'aller mettre les revendications là, dans cette discussion et voir si réellement Mahmoud Déby veut se représenter ou bien veut maintenir son pouvoir à la tête du Tchad ou comment. Mais c'est-à-dire tout de suite se mettre à l'écart et puis commencer par appeler à la désobéissance civile et tout ça. Ça amène un embrasement où les gens, les jeunes qui vont s'y mettre, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer alors qu'on pouvait aller s'entendre et avoir vraiment les intentions réelles du président. Mahmoud Idriss Déby. Maintenant, se mettre à l'écart tout de suite, moi, je ne leur donne pas raison, mais la politique de la chaise vide ne paie jamais. Il fallait s'y joindre, aller poser les revendications et voilà. À la sortie du dialogue, ils peuvent maintenant décider de voir s'il faut les conclusions qui sont sorties du dialogue leur satisfassent ou pas. Ouais. Maintenant, se mettre déjà à l'écart. Jouer à la politique de la chaise vide. Vous pensez qu'il sera peut-être seul? On va quitter N'Djamena, si vous le permettez, pour Dakar, au Sénégal. Le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, a officialisé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024. Il a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. La candidature, j'allais dire, de Ousmane Sonko, troisième à la présidentielle de 2019, ne fait pas de doute pour personne depuis longtemps. Il a 49 ans, chef de file du PASTEF, élu maire de Ziguinchor en janvier. Il tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social pour fonder les élites et la corruption. Il pilonne aussi l'emprise économique et politique exercée sur lui par l'ancienne puissance coloniale française et les multinationales. Alors on commence par vous, Seyam Adiapo. Ousmane Sonko, 49 ans, il vous dit quoi? Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est une figure de la jeunesse sénégalaise, très adulée par les jeunes. C'est également l'un des principaux. Aujourd'hui, à ce jour, c'est le principal chef de file ou bien la principale figure de l'opposition qui est arrivée sur la scène politique autour de 2014 avec la création de son parti PASTEF. Il a fait du chemin et très vite, il est arrivé à s'imposer. Il faut rappeler que l'homme était... il était inspecteur principal des impôts et du domaine, et c'est à cause de ses prises de position qu'il a été, comment on dit ça? On ne dit pas ça. Radié de sa fonction, et il s'est lancé en politique et il a créé son parti. Très vite, en 2017, il est devenu député à l'Assemblée nationale et après maire. Il a été également éclaboussé au début de cette année par la justice, par une affaire de viol. Il a été accusé de viol par une jeune fille qui travaillait dans un salon de massage que Ousmane Sonko fréquentait. Et cette affaire a conduit à des démêlés de justice, et au cours desquels il a demandé aux jeunes de sortir dans la rue contre une certaine manipulation pour pouvoir l'enterrer politiquement. Et on a vu des casses. On a vu des scènes de violence dans les rues de Dakar. Et aujourd'hui, même s'il est libre de ses mouvements, Ousmane Sonko n'est pas autorisé à quitter le territoire. Il a annoncé sa candidature aux élections présidentielles. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est une figure très adulée par la jeunesse parce qu'il exploite le terreau fertile de
de l'anti-France, de la souveraineté de l'État, de la souveraineté économique, la souveraineté politique, ce qui l'oppose contre Macky Sall. Et aujourd'hui, on peut dire que l'homme, même si son discours est posé, même si son discours est adulé, il doit faire très attention parce que le terreau fertile qu'il exploite est difficile à maîtriser. Est difficile à maîtriser quand le feu, les poudres prennent feu. Voilà. Lui, Kamako, Ousmane Sonko, on l'a vu ces derniers temps, hein, il est 3e aux récentes élections présidentielles, c'était en 2019. Comme Seya Madiakpo l'a dit, il a véritablement progressé. Il a également adulé par une partie, j'allais dire une partie de la jeunesse sénégalaise. Il vous dit quoi? Même question. Non, mais ce qu'il m'a dit, ce qu'il me dit, Seram l'a dit, c'est un politique qui a le vent en poupe actuellement, que ce soit au Sénégal ou un peu en Afrique, parce que au-delà de tout, c'est un panafricanisme. Vous l'aurez pu le remarquer dans l'annonce de sa candidature, et qu'immédiatement il démarre fort en déclarant ouvertement la guerre à la France. Il déclare la guerre à la France et justement manifeste sa posture ou bien son ambition pour un État africain panafricaniste. Donc aujourd'hui, comme je le dis, quelqu'un l'a dit, il est tellement adulé par la jeunesse et compte tenu aussi également des erreurs, entre guillemets, des erreurs politiques de Macky Sall aujourd'hui, il est peut-être le Messie pour le peuple sénégalais. Donc vous avez vu que quand il a été accusé tout récemment pour cette histoire de viol, vous avez vu combien de fois il a obtenu le soutien de la population. Et c'est un homme de compromis, c'est un jeune, après 49 ans, il est toujours jeune, je crois. Et donc c'est un jeune de dialogue et d'alliance. Et vous l'avez remarqué qu'il a conduit justement cette alliance-là qui a damé les pions à Macky Sall aux récentes élections législatives. Donc, quoi qu'on le dise, si on s'amuse à faire un sondage actuel, je pense qu'il sera très très en haut du sondage. Mais attention, il faut toujours faire attention au Sénégal parce que la politique sénégalaise est un peu compliquée, complexe. Ça change beaucoup et puis ça peut aller vite d'un bord comme de l'autre en fait. Donc, parce que là-bas, il y a l'alliance qui paye beaucoup. Les gens aiment en fait se fusionner, les gens aiment se coaliser juste pour faire mal à un adversaire qui à un moment devenir pour eux un persona non grata. Donc aujourd'hui, comme je le dis, Macky Sall peut se voir déjà président. Président de la République du Sénégal. Vous voulez dire Sonko? Sonko, voilà. Sonko peut se dire président, ou bien futur président de la République du Sénégal. Mais il doit faire attention parce qu'il suffit juste que de petites alliances se forment pour que ça se balance. Alors, parlant d'alliance, justement, Louis Kamako a fait une analyse qu'on comprend. On peut voir, il y a eu Askan récemment lors des élections législatives. On a vu cette coalition avec Walou, Sénégal, dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui lui est un peu accroché à la France. Ça peut jouer dans la balance parce que lors de ces élections, on a vu que c'est Walou qui est venu apporter son soutien à Yewwi pour que justement cette coalition puisse avoir 80 sièges à l'Assemblée nationale. Oui, justement, c'est de ça que je voudrais parler parce que la sortie de Ousmane Sonko actuellement, est-ce que c'est une sortie concertée? Puisque c'est une coalition, il était dans une coalition à laquelle il a pu participer les législatives. Maintenant, cette sortie est personnelle ou c'est une sortie concertée? Souvent, c'est prendre de la hauteur dans une coalition comme ça peut amener à une distension et aux autres de se méfier. Souvent, c'est ce que nous observons dans les rangs de nos oppositions, surtout africaines. Ça se passe ici au Togo également. Apparemment, c'est individuel, parce qu'il a mis devant Pastef. Il n'a pas mis cette coalition devant. Moi, je me disais, si c'était une décision concertée, il pourrait avoir un peu... il devait avoir un peu de la chance, comme l'a dit l'autre, le frère, pour espérer quand même à une perturbation ou un déséquilibre politique de la part de Macky Sall pour essayer de rafler quelques militants ou électeurs pour être élus à la tête du Sénégal. Maintenant, si c'est une décision personnelle,
Mais il faut voir si les autres qui l'ont accompagné, notamment, vous l'avez dit, le parti de... Ali Fassal, par exemple. L'ancien président Abdoulaye Wade également. Oui, l'ancien maire de Dakar, qui est aussi... il est aussi présidentiable, qui aussi a des ambitions. Les gens le voient plus présidentiel. Voilà. Maintenant, est-ce que la sortie de Ousmane Sonko ne va pas amener une crise dans leur coalition? Je pense que c'est ce que nous observons. Et s'ils vont de crise en crise, parce que peut-être une sortie qui n'a pas respecté la position des autres dans la coalition, ça peut leur créer de soucis après. Et c'est aussi une faille que le président actuel qui est en train d'analyser, qui est en train de faire une analyse de cette coalition avant de prendre une décision si lui aussi aspire à un troisième mandat en 2024 ou pas. Ça dépendra de ce qui va se passer dans cette coalition. Si la sortie d'Ousmane Sonko actuelle va créer une déchirure au sein de cette coalition, là c'est un coup d'avantage pour le président Macky Sall actuel. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, une chose, la leçon qu'on doit retenir de ce monsieur, comme l'a dit les autres frères, ça devait servir d'exemple pour d'autres oppositions en Afrique, notamment au Togo. Vous voyez ce monsieur qui a été inspecteur d'impôts, à l'arrivée de Macky Sall, qui a voulu faire un allié. Macky Sall a voulu le prendre comme un allié politique. À un moment, il sort des casseroles de malversations financières de la part du régime de Macky Sall. Il a quand même récupéré de l'enthousiasme auprès de la population, une grande partie. Surtout de la jeunesse. On parle de moins de 20 ans surtout. Donc sa stratégie, moi j'ai apprécié. C'est-à-dire j'ai apprécié la façon dont il a avancé dans sa politique. Mais voilà, maintenant actuellement, ce n'est pas être trop radical pour être offensé aux autres. Là, le radicalisme n'apporte rien et ça risque de créer plus de déchirures, surtout dans les rangs de l'opposition sénégalaise. Alors, ces détracteurs dénoncent en lui un populiste n'hésitant pas à souffler sur les braises sociales. Seyram Adiapo, vous pensez également que peut-être que c'est trop tôt pour Ousmane Sonko d'annoncer sa candidature pour le rendez-vous de 2024 au Sénégal? Oui, je le pense. Je pense qu'il a fait un peu trop tôt. Mais il faut aussi dire qu'en politique, il faut se saisir des opportunités. Cette affaire qu'il a éclaboussée lui a également permis de se faire connaître au grand jour, d'avoir un certain auditoire pour son discours anti-français, anti-franc CFA et anti tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il exploite beaucoup la jeunesse et je pense qu'il compte sur la jeunesse pour pouvoir maintenir cette flamme-là jusqu'en 2024. Maintenant, Macky Sall, lui, il va observer jusqu'où ça ira. Et il y a aussi le fait qu'il y va au nom de son parti, pas au nom d'une quelconque alliance. C'est pour ça qu'il disait, il disait que si son parti lui permet d'être président, alors il pourra postuler comme candidat aux élections. Il exploite également les frustrations sociales, la gronde populaire quant à la vie chère à Dakar, la difficulté de se trouver un logement de bonne qualité et tout ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout la manipulation de la jeunesse. Pourquoi pousser la jeunesse à vandaliser? Pourquoi pousser la jeunesse? Surtout quand vous avez affaire avec la justice. C'est ça. Et puis, il dit même au péril de vos vies, c'est-à-dire que prenez vos vies, allez dans la rue, battez-vous, mais pour que moi je sois là. Vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui, à ce jour-là, il faut changer. Parce que la jeunesse aujourd'hui est non seulement marginalisée, mais elle est également manipulée par les politiques. Et lui, il aurait gagné à faire les choses autrement que d'appeler à la violence. Alors, les gens disent qu'il est posé aussi devant les médias, mais l'aspect tout à l'heure touché par Seyram Adiapo est quand même à souligner. C'est comme si on utilise la jeunesse pour des fins politiques. C'est vrai que cette jeunesse doit participer forcément aux jeux politiques, mais on voit cela en Ousmane Sonko. Non, mais avant de répondre à ta question, je pense que même moi j'ai un petit souci avec le titre même, parce que quand vous avez vu la déclaration que Sonko a fait, il a dit si mon parti le permet. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas encore officialisé sa candidature. Il est le fil d'Ariane de son parti. Il exprime juste un désir. Il exprime juste un désir. C'est ce qu'il veut. Ça veut dire que jusque-là, son parti ne lui a pas donné l'onction.
Voilà, est-ce que vous voyez? Ce qui va se faire sans doute. Son parti qu'il a créé. Qu'il a créé. Mais tenons-nous au fait. Tenons-nous au fait. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas encore tous les cadres du parti ou bien toutes les pontes du parti ne lui ont pas encore donné leur quitus. Est-ce que vous voyez? Et donc, mais comme quelqu'un l'a dit... En réalité, il a annoncé sa candidature. Peut-être derrière, il veut l'aval de son parti. Sinon, c'est fait officiellement. J'ai suivi son discours. Les politiques, ils sont des diplomates. Ils vous diront pas tout de ce qu'ils veulent. Hein. Ça, ils ont cette façon-là de communiquer. Ils ont cette façon-là de faire des annonces. C'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça. Donc... mais ce que je dis, quelqu'un l'a dit, je pense qu'il faut se saisir les moments. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, que Sonko, il a le vent en poupe parce qu'aujourd'hui, il est devenu l'opposant charismatique du peuple sénégalais. Donc, c'est le moment favorable pour lui de faire de telles déclarations. Il peut se permettre de n'importe quoi. Vous savez, ce que je dis, ce n'est pas péjoratif. Il peut se permettre des acrobaties proxy, il peut permettre de faire des annonces telles qu'il veut. Et donc, il a compris, il a sailli là, c'est juste saisi la balle au bon bout. C'est ça aujourd'hui. Maintenant, dire qu'il utilise la jeunesse, non, je ne pense pas qu'il utilise, mais il porte plutôt les aspirations profondes de la jeunesse. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le peuple sénégalais, c'est quoi? Qu'est-ce que le peuple sénégalais veut? Qu'est-ce que les jeunes sénégalais veulent? Ce sont les emplois. C'est le mieux vivre. Et vous pensez que le président Macky Sall a échoué sur ce plan? Je pense que sur ce plan-là, pour toute proportion gardée, je pense qu'il a échoué. Parce les gens disent également qu'il a construit le pays. Des analystes disent également que c'est quelqu'un qui a apporté au niveau des infrastructures. Il a élaboré lui aussi là-bas un plan national de développement qui n'est jamais allé à échelon. C'est aussi comme ça. Où? Mais comme au Togo. On a un plan de développement qu'on a lancé à Tabou-Bantan. Il y a quelque chose, il y a au moins des choses à retenir dans ce plan de développement. Pratiquement. Je pense que Macky Sall, la feuille de route justement. Ouais, Macky Sall était le premier à le faire. On l'a suivi et malheureusement ça n'a pas abouti. Donc ça c'est un échec cuisant pour lui. Donc Sonko, pour quelqu'un qui est... Il surfe sur cela. Sauf sur tout cela. C'est ça en politique. C'est-à-dire que vous surfez des erreurs politiques de vos adversaires pour émigrer, pour gravir les échelons. On a décrit son parcours tout à l'heure qui est exceptionnel. Il n'est venu qu'en politique en 2017. Mais déjà en 2019, il a été 3e pour les élections présidentielles. C'est un score réconfortant et honorant et prometteur. Aujourd'hui, il revient au devant de la scène et c'est lui qui est en train de damer les pions aux gens. On ne peut pas parler de la politique sénégalaise aujourd'hui sans parler d'Ousmane Sonko, même si on sait que là-bas, il y a une franc-maçonnerie. Il y a des loges comme les Mourides et les Tidjanes qui également pèsent énormément dans la balance. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas en train de manipuler la jeunesse, mais il porte plutôt les aspirations profondes de la jeunesse. Il est aujourd'hui celui-là qui est proche de la jeunesse. Il sait ce que la jeunesse veut. Et il veut justement donner en fait de l'espoir à la jeunesse sénégalaise. En face, il y a un président, le président Macky Sall, qui est toujours indécis, il faut le dire, Dominique Lacmon, qu'attend l'éventualité de se représenter pour un mandat de plus. Est-ce que vous pensez que cette position actuelle du président Macky Sall va pouvoir, si on peut le dire, aiguillonner l'opposant en face, Ousmane Sonko? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais dire quelque chose que l'autre a touché. Moi, je me dis que, est-ce que la sortie précoce de Ousmane Sonko ne cache pas quelque chose? Est-ce que lui-même, il ne se reproche pas quelque chose? Quand quelqu'un sort un discours très radical, il appelle la jeunesse à se défendre entre bec et ongle partout et tout ça, tout son discours, c'est vrai, mais est-ce qu'il ne se reproche pas quelque chose? Il a participé aux élections dans une coalition. Est-ce que après les élections législatives, est-ce qu'il n'y a pas eu des discours à l'interne de cette coalition où ce monsieur ne se voit pas en position de leader qu'on lui avait conféré en train de s'échapper et il fait une sortie tardive? Ou bien il estime avoir des casseroles comme l'autre a essayé de faire sortir. Sinon, sa sortie radicale explique beaucoup de choses, mais on va observer dans la suite. C'est la suite qui va nous déterminer comment les choses vont se passer. Maintenant, par rapport au président Macky Sall, oui, et, il ne va pas se prononcer tout de suite. C'est ce que j'ai dit au début de ma prise de parole. Il va observer cette coalition
voir comment elle va fonctionner. Et déjà, la sortie de Ousmane Sonko va créer quand même une psychose dans cette coalition. Comment les autres vont réagir. Oui. C'est l'environnement de cette coalition qui va déterminer vraiment les réelles ambitions du président Macky Sall. Parce qu'il va essayer, il est en train de tâter l'environnement politique. Si le terrain est favorable, il va mettre les pieds. Mais si le terrain n'est pas favorable, je sais que c'est un autre politicien, il y aura un second plan. En politique, c'est comme ça. Donc, tout ce que cette coalition va présenter au président actuel, c'est cette manière qui va déterminer la position du Macky Sall en 2024, s'il va se représenter ou pas. Ça dépendra des failles, des sorties et tout ce que l'opposition sénégalaise va laisser comme... Et surtout des failles au niveau de l'hémicycle. Voilà. Seyram Diakpo, j'avais voulu vous poser une question. D'abord, oui, vous demandez la parole. Je voudrais juste un peu prendre le compte-pied, prendre un peu un compte-pied de ce que disait... En 30 secondes, s'il vous plaît, on n'a pris pas le temps. D'accord. Oui, allez-y, oui, en 30 donc secondes. c'est ce que je disais. Je pense que son co n'a rien à reprocher. Je le disais tout à l'heure qu'il a juste saisi la balle au bon bout. C'est le moment favorable pour lui parce que le parti de son discours, de son annonce aussi qu'on essaie d'occulter, c'est cette partie-là où il essaie d'attaquer. On connaît des opposants qui ont cette pratique. Il s'attaque directement à la France. C'est le moment, c'est-à-dire que c'est la tendance du moment. Toi-même, tu as dit que c'est un populiste qui surfe sur les braises sociales. Donc c'est ça. Il est dans cette logique-là, dans cette posture. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un sentiment anti-français qui s'enlise et qui se développe sur le continent noir. Et donc, lui aussi, il veut justement s'appuyer sur cela pour annoncer ta candidature. Vous aurez juste constaté que dès que l'annonce a été faite, il a été liké, il a été aimé par pas mal d'internautes, pas mal de Sénégalais, pas mal d'Africains. Donc, c'est le discours actuel. C'est ce que les gens veulent écouter. Et c'est ce que lui, il fait passer comme message. Justement, il a adressé un message aux Maliens et surtout au président Assimi Goïta et est prêt à supporter ou bien à l'accompagner dans son combat. De la supercherie. Alors, une minute, vous voulez ajouter quelque chose? Non, en 30 secondes, j'allais dire. Oui. En réalité, il ne fait pas que surfer sur le sentiment anti-français que beaucoup de gouvernements, beaucoup de leaders politiques aujourd'hui présentent, mais il a aujourd'hui quelque chose de quelqu'un qui incarne les valeurs traditionnelles et religieuses profondes du Sénégal. Et il y a aussi ce sentiment anti-homosexuel qu'il dénonce, il le dit souvent. C'est quelque chose, le sentiment anti-homosexuel, c'est quelque chose qui est aujourd'hui au Sénégal la chose la mieux partagée au vu des manifestations qui sont tenues et également au grand soutien qui a été apporté à Gana Gueye, le footballeur qui avait refusé de jouer avec le maillot au Paris Saint-Germain. Allez, je pense que le président Macky Sall l'avait soutenu également. Oui, effectivement. Allez, presque tous les Africains l'ont soutenu. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite de Regard Croisé.